L'escalade est née d'un rêve. Un rêve d'explorateur d'abord, conquérant de l'inutile comme disait un certain Lionel Terray, un rêve de grandeur aussi, celui de tutoyer les sommets, un rêve de performance, celui de vaincre la nature dans sa propre maison, un rêve de beauté bien sûr, montré sur le toit du monde pour mieux le contempler. Bref, l'escalade c'est haut, c'est grand, c'est vertigineux, et puis il y a eux, les grimpeurs de blocs. Des personnages étonnants qui trouvent leur bonheur sur des rochers de quelques mètres, individus aux mœurs inhabituelles, séchant le caillou au ventilateur et portant un matelas sur leur dos, ces étranges vagabonds qui écument les forêts et les contrebas des montagnes pour parfois se retrouver au bord d'une route. Les alpinistes leur demanderont pourquoi grimper si ce n'est pour aller nulle part, ils leur répondront avec sagesse pourquoi aller grimper en haut quand le caillou est en bas. Car oui, né comme un entraînement pour les sommets, l'escalade de blocs s'est développée jusqu'à aujourd'hui devenir une véritable discipline. Ici, pas question de trouver le chemin vers le sommet, non, dans 90% des cas, il suffirait de passer par l'autre côté. On cherche plutôt un problème pour s'amuser à le résoudre. Quelques prises comme entrée initiale, une lecture pour assembler les pièces dans le bon ordre, rajoutez votre corps pour le résoudre, et vous obtiendrez ce que des centaines de personnes ont déjà trouvé, une discipline incroyablement fun. Bonjour à tous, je suis Miguel de Caillou TV, et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de l'escalade de blocs, ou comme j'aime à l'appeler, la grande histoire du petit caillou. Mais avant de trouver un point de départ à notre histoire, je vous propose de nous interroger quelques instants sur ce qu'est l'escalade de blocs. Une définition des plus simplistes pourrait être globalement résumée par discipline consistant à grimper sur des cailloux de faible hauteur. Problème, les premiers hommes à avoir grimpé sur des cailloux datent probablement de la nuit des temps, et leur pratique devait avoir autant de similarités avec la nôtre qu'un tabouret ressemble à une pince à linge. Nous devons donc ajouter une dimension sportive à cette définition, mais là encore se pose une dysenterie. Alors, selon Wikipédia, une dysenterie, c'est une maladie infectieuse du côlon. Alors c'est vrai, mais je trouve que le mot allait vachement bien dans cette phrase. Bref, en effet, la frontière entre grimper sur des blocs dans un but d'entraînement pour de plus grandes ascensions et véritablement pratiquer l'escalade de blocs comme une fin en soi n'est toujours pas différenciée, et la frontière entre les deux reste floue. On le sait, le bloc en tant qu'exercice est apparu dès le début de l'alpinisme, mais il n'est alors pas considéré comme une discipline indépendante, et il est alors à l'alpinisme ce que les squats sont à la musculation. Pour commencer notre histoire, on va donc s'intéresser aux premières traces du bloc en tant que discipline indépendante, et les premières d'entre elles, c'est outre-Manche qu'on va les trouver. Nous sommes en Angleterre, dans la ville de Canonbury, le 9 septembre 1859, jour qui assiste à la naissance d'Oscar Johannes Ludwig Eckenstein, futur alpiniste anglais de renommée, bien connu pour sa participation à de nombreuses expéditions himalayennes, comme la première tentative du K2 en 1902. Asthmatique, ce qui est très peu pratique pour des expéditions himalayennes, me direz-vous, barbe touffue, une pipe pour meilleur partenaire, une grande gueule et une peur bleue des chatons, ce n'est pas une blague, tous les éléments étaient réunis en Eckenstein pour nous offrir un personnage historique fort intéressant. Néanmoins, il est avant tout décrit comme un innovateur et un théoricien exceptionnel. Très présent dans le milieu de l'escalade sur glace, il redesign en 1908 les crampons avant d'inventer un nouveau genre de piolet utilisable à une main du jamais vu à l'époque. Côté théorie, il écrira également de nombreux articles sur l'utilisation de différents matériels comme les bottes cloutées ou les nœuds. Notre ami Oscar aurait alors pu se contenter de la haute montagne, mais il semblerait que son esprit rhétorique fût tapé par de nouveaux horizons que représentait l'escalade de blocs, des cailloux bien plus humbles, mais aussi bien plus propices à ses recherches. En 1892, par exemple, alors qu'il est en expédition dans les montagnes du Karakoram au Pakistan, il se retire du groupe à la suite de frictions en interne et continue son séjour en organisant des compétitions de blocs entre les locaux. Alors si on remet dans le contexte de l'époque, c'est un petit peu comme être en pleine compétition de Formule 1 et de dire « Non les gars, moi je vais plutôt aller faire un Mario Kart ». Au quotidien, favorisé par un emploi stable dans la compagnie de chemin de fer anglaise, Oscar profite de sa situation pour voyager entre les blocs de Westdale dans le Lake District en Angleterre et de Penniguard au Pays de Galles. À Penniguard, d'abord, il passe des heures à grimper sur des blocs, dont l'un d'eux, désormais relativement connu, son bloc éponyme, le Eckenstein Boulder. En effet, Oscar passa des heures sur ce dernier, s'interrogeant sur le principe d'équilibre en escalade, tout en travaillant sa position du corps et la friction contre la roche, donnant naissance à une théorie illustrée. Au Lake District, le quartier général de cette génération de grimpeurs semble avoir été le Westdale Hotel, où fut d'ailleurs retrouvé le tout premier topo de bloc au monde. Un topo assez familier où l'on retrouve déjà les grands principes des topos de blocs modernes, un index avec des annotations et une carte vue de dessus représentant un certain Y Boulder à Westdale Head. Et 120 ans plus tard, je vous assure que j'ai déjà vu des topos bien pires que ça.
Alors fait assez étonnant, en regardant le topo d'un peu plus près, on peut d'ailleurs distinguer l'inscription Feet First, comprenez les pieds en premier, un terme qui fait référence à une technique d'escalade complexe et surtout quasiment inexistante en falaise même aujourd'hui. C'est l'apparition de techniques gymniques en bloc. Et ça c'est extrêmement important puisque ça va montrer le début d'une scission avec l'alpinisme. On ne grimpe plus pour s'entraîner à des ascensions, mais bien dans le but spécifique de résoudre des problèmes de bloc. Et en parlant de problèmes, si vous pratiquez aujourd'hui l'escalade de bloc, vous savez que c'est le terme utilisé par la plupart des grimpeurs pour parler d'un itinéraire ou d'un passage sur le rocher. Un terme pas anodin et tout à fait représentatif de la philosophie du bloc. Lorsque vous êtes face aux cailloux, vous vous sentez comme face à un casse-tête ou un puzzle à résoudre, à l'image d'un énoncé de mathématiques, mais aussi comme dans de nombreux jeux qu'on peut retrouver aujourd'hui sur tous nos téléphones. Et bien ce terme, on le retrouve justement 20 ans plus tard dans un autre topo beaucoup plus complet publié dans le journal du Fell and Rock Climbing Club du Lake District, appuyant encore un peu plus le développement d'une philosophie propre au bloc. Des premiers topos, des techniques spécifiques et une philosophie, nos amis britanniques ont indéniablement posé les fondations de la discipline, mais manque de bol, le royaume, c'est de l'autre côté de la Manche qu'il se trouvait. À la fin des années 1910, la scène montagnarde française est globalement dominée par Chamonix. Aujourd'hui encore considéré comme la capitale de l'alpinisme, il est alors inconcevable que des Parisiens à des kilomètres de la plus proche montagne puissent venir remettre en cause cette domination en milieu alpin. Pourtant, depuis quelques années, au sud de la capitale, une certaine forêt est devenue le terrain d'entraînement attitré des grimpeurs de la région, la forêt de Fontainebleau. En effet, dans ce paradis perdu, ou plutôt trouvé, un petit groupe de grimpeurs, dits les Rochassiers, profite de la reproduction montagnarde parfaite offerte par les plusieurs milliers de blocs présents pour s'entraîner à l'alpinisme. Ce groupe est en grande partie composé de lycéens issus de la bourgeoisie parisienne. Parmi eux, on retrouve Jacques Verlin qui ouvre le premier trou de la forêt avec la fissure Verlin en 1908, mais aussi Jacques de Lépinay qui apportera à la discipline l'utilisation d'espadrilles plutôt que de bottes cloutées, notamment pour la pratique en dalle et qui ouvrira le premier bloc côté 4 de la forêt, la Presta, en 1913. D'ailleurs, petite parenthèse, les cotations que je vais évoquer dans cette partie sont à peu de choses près équivalentes à celles que l'on connaît aujourd'hui. Malheureusement, la Première Guerre mondiale passe par là, bon nombre de membres du groupe sont enrôlés, et certains y trouveront même la mort, comme Jacques Verlin. Suite à cela, c'est une autre génération qui posera ses valises dans la forêt, une génération plus prometteuse encore, qui s'inscrira dans le temps, considéré comme les premiers Blozards et officiellement dénommé le groupe de Blot. Ce groupe, il est mené par un futur grand nom de l'escalade française, un nom qui résonne familier pour tous les amoureux de la montagne, un certain Pierre Alain. Pierre Alain, qui naît à Mirebeau dans la région de Poitiers en 1904, n'était pourtant pas prédestiné à l'escalade, qu'il ne découvrira près de Grenoble qu'à l'âge canonique de 19 ans, en 1923. Il arrive en région parisienne dès 1910, où durant sa jeunesse, il suit un cursus certes sommaire, mais où il se nourrit l'esprit d'une autre façon, la lecture. Parmi ses auteurs favoris, un certain Jules Verne, des romans d'aventure aux inventions de fiction, Pierre Alain semble prendre ses récits au pied de la lettre et va dessiner sa vie telle une œuvre de son enfance. Et si aujourd'hui vous connaissez sûrement le personnage pour ses multiples inventions, comme les premiers chaussons d'escalade ou les mousquetons en alliage léger, Pierre Alain c'est aussi une figure historique de l'escalade de bloc. Pourtant, Pierre Alain n'arrive que tardivement dans le groupe de Blot. En effet, alors que le groupe existe depuis 1924, ce n'est qu'en 1930 qu'un de ses amis, Robert Latour, l'invite à grimper à Blot. Sous son impulsion, le niveau va atteindre un point culminant pour l'époque. En 1934, il libère la fissure aux alpinistes, équivalent à un 5C moderne et premier 5 de Blot. La même année, il ajoute l'angle à l'Inde, difficulté similaire à sa liste de croix, et surtout aux réalisations les plus difficiles de la forêt. Ces réalisations lui valent même le surnom de très pure lumière du rocher au sein du groupe, un surnom en accord avec une classification donnée à cette époque selon le degré d'escalade que l'on arrivait à grimper, et qui mieux que Pierre Alain lui-même pour vous en expliquer le fonctionnement. Premier degré, on les appelait des lamentables débris. Le deuxième, ceux qui faisaient le 2, c'était des pauvres corneaux. Le troisième, c'était le tendre espoir popofiste. Quatrième, c'était déjà l'honorable grimpeur. Le cinquième, je parle des degrés Blot. Hein. Mais bien sûr. Le cinquième, c'était le puissant seigneur du graton. Et enfin, le sixième, c'était la pure lumière du rocher. Ah là là, les années 30.
Enfin, la Deuxième Guerre mondiale passe par là, pif paf pouf, les gentils, les méchants, peu importe, les Rochets, eux, restent debout, et dès 1945, c'est le Cuvier Academic Club qui prend la relève du groupe de Blot sous l'impulsion de Pierre Alain et de René Ferlet. Le Bas-Cuvier est donc officialisé quartier général, et un certain Maurice Martin, également membre du groupe, crédite la communauté du tout premier topo de Fontainebleau en cartographiant les blocs du secteur. En 1946, une autre étape est franchie dans la performance. Cette fois-ci, même s'il en est tout proche, le crédit ne reviendra pas à Pierre Alain, et c'est René Ferlet qui viendra ouvrir le premier 6 de la forêt, et sûrement du monde. Pour l'occasion, il lui donne le surnom de sa petite amie, Marie-Rose, aujourd'hui même estimée à 6 à plus, et attention, anecdote, Adam Ondra, de passage à Fontainebleau il y a quelques années, ne l'aura pas flashé zippant sur le départ. En 1947, un autre phénomène de l'escalade de bloc voit le jour, les circuits. C'est Fred Bernick qui développe l'idée en premier et se met à tracer des flèches de couleurs identiques sur les blocs afin de créer un parcours. Le but, enchaîner tous les blocs du parcours le plus rapidement possible ou non, un procédé qui vient encore pousser la comparaison que je faisais plus tôt avec des casse-têtes style Candy Crush. En fait, c'est assez intéressant puisqu'on retrouve dans la pratique de l'escalade de blocs des facteurs d'addiction que l'on peut comparer à nos jeux vidéo modernes. Des problèmes rapides, courts, qu'on a envie d'enchaîner à l'infini, des procédés encore plus poussés dans nos salles de blocs modernes. À la fin des années 40, Pierre Alain publie le livre Alpinisme et compétition, un livre retraçant sa vie où une section entière est évidemment dédiée à Fontainebleau, et ces quelques mots résument probablement bien mieux que moi son ressenti. Nos cailloux à frotter des casseroles, comme les décrivaient certains guides chamoniards, ne font que quelques mètres, c'est ce qui nous plaît et fait l'excellence de notre école d'escalade, pas besoin de déployer des cordes, d'attendre longtemps son tour pour se mesurer à telle ou telle difficulté, on va rapidement de l'une à l'autre. Est-ce que c'est de l'entraînement ? Eh bien même si ça ne l'était pas, pour la plupart d'entre nous, ça ne changerait rien. Et pourtant, que ce soit Oscar Eckenstein, Pierre Alain ou leurs camarades, s'ils ont tous participé à la création de la discipline, les livres d'histoire sont formels, il n'en reste pas moins des alpinistes et non pas des bloqueurs. Mais ça c'était jusqu'à l'homme de notre prochain chapitre, cet homme il est considéré comme le père de l'escalade de bloc moderne, c'est lui qui a apporté la magnésie à notre sport et il a un nom tout droit sorti d'un film d'action des années 90, l'escalade libre avec Patrick Edlinger, l'escalade de bloc à John Gill. Alors cela va sans dire, tout comme Oscar Eckenstein au Royaume-Uni ou Pierre Alain à Fontainebleau, le bloc existait aux États-Unis avant l'arrivée de John Gill. On observe d'ailleurs des mentions écrites de la discipline, ainsi que quelques photos depuis les années 20, mais sous une forme encore très archaïque et bien loin de ce qui se faisait déjà à Blot à la même époque. C'est donc dans ce contexte que John Gill voit le jour, et si Oscar Eckenstein et Pierre Alain disposaient tous deux de brillants intellects, sachez que notre nouveau protagoniste n'a rien à leur envier. Durant ses études, il obtient d'abord en 1958 une licence de mathématiques à l'université de Géorgie avant de rentrer dans l'United Air Force en tant que sous-lieutenant puis de démissionner au bout de quelques années après avoir atteint le grade de capitaine. Pendant ce temps-là, il décroche également une maîtrise en mathématiques à l'université de l'Alabama en 1964 et décroche enfin en 1971 un doctorat de recherche en analyse complexe grâce à une thèse sur la transformation de Mobius, sans compter la trentaine d'articles de recherche publiés sur les fractions continues ou les transformations linéaires fractionnaires. Et ce mec est juste connu pour grimper sur des cailloux. Bref, revenons donc sur ce qui nous intéresse. Nous sommes en 1954 lorsque John Gill, 16 ans, fraîchement arrivé au Georgia Institute of Technology, assiste à un cours de gymnastique. Le déclic est immédiat, en plus de se trouver une appétence inattendue pour la discipline, le grimpeur amateur depuis seulement un an fait tout de suite une connexion entre les deux disciplines. D'ailleurs, petit clin d'œil de l'histoire, le premier agrès de John Gill fut l'escalade sur corde, qui faisait à l'époque complètement partie de la panoplie du gymnaste. Les mouvements mécaniques et le développement de la force procurée lui semblent alors comme complémentaires à l'escalade, et c'est donc naturellement qu'en quittant Georgia Tech, il continuera de s'entraîner à la gymnastique de son côté. C'est ainsi que va commencer le développement de sa nouvelle philosophie. À cette époque, la grimpe est considérée comme une extension de la marche. Pour s'en rendre compte, il suffit d'ailleurs de regarder le système de cotation en place qui commence dans les premiers degrés par des randonnées, mais John Gill, lui, la voit comme une extension de la gymnastique. Et c'est tout naturellement que pour lui, le bloc deviendra désormais un agrès de gymnastique. Il commence alors à développer des techniques spécifiques au bloc et notamment les mouvements dynamiques contrôlés que l'on appellera jetés, alors même qu'à l'époque, il était très mal vu de se soustraire à la traditionnelle technique de suspension sur 3 points où comprenait une escalade statique.
En même temps, on peut raisonnablement comprendre qu'en montagne, avec les moyens de l'époque, pratiquer une escalade dynamique, c'était plus souvent synonyme d'aller taper un Uno avec Che Guevara que de vous envoyer au sommet. Grâce à ces nouvelles techniques, mais aussi aux premières utilisations de magnésie qu'il communique à l'escalade, John Gill va faire exploser le niveau de performance. Dans l'un de ses terrains de jeu favoris, au Teton dans le Wyoming, il va ouvrir deux problèmes qui feront date dans l'histoire du bloc américain et sur le même rocher, le Red Cross Rock. Sur la photo de droite, vous pouvez le voir dans un passage côté V8, soit 7B qu'il enchaîne en 1957, puis à gauche le premier V9, soit 7C en 1959, avec peut-être le premier bloc dynamique au monde. Pour comparaison, à Fontainebleau, le premier 7B Carnage sera ouvert en 1977 par Jérôme Jean-Charles, soit 20 ans plus tard, et le premier 7C l'Abbé Résina en 1983 par Pierre Richard. Malgré cela, John Gill, qui dément toute recherche absolue de difficulté, se place dans une quête constante de l'esthétisme du bloc, ou de forme comme il l'appelle. Une forme comme un mélange entre force et inertie du corps en mouvement, une gymnastique sur rocher. Une vision parfois assez étonnante d'ailleurs, puisqu'il ne considérait par exemple pas le coincé de talons comme esthétique, et se refusait d'utiliser cette technique. Au milieu des années 1950, il crée ce qui semble être le premier système de cotation formel pour le bloc, le B-Scale ou B-System. Un système fermé auquel on ne peut pas rajouter de degrés donc, comprenant 3 catégories, et attention spoiler, vous allez vite comprendre pourquoi on ne l'a pas gardé. La catégorie B1 intégrait les blocs représentant le plus haut niveau de difficulté en escalade traditionnelle, la deuxième catégorie englobait tout ce qui était plus dur que du B1, et la troisième catégorie comprenait les blocs qui n'avaient été grimpés qu'une seule fois, malgré plusieurs tentatives. Ainsi, les blocs classés B3 retombaient en B1 ou B2 après une deuxième ascension. Bon, son truc c'était les mathématiques, pas les classifications. Puis vient alors l'ascension la plus célèbre de notre personnage, alors qu'il grimpe aux Needles dans le Dakota du Sud, John Gill va être le premier à laisser sa trace sur un highball, comprenez un bloc trop haut pour garantir une sécurité de réception sans corde, un bloc nommé The Thimble qu'il grimpera en 1961 et qui est à ce jour considéré comme un 6C bloc et peut-être le premier 5.12 au monde, soit 7A+, l'escalade étant si longue qu'une cotation d'escalade sportive convenait mieux. Alors le free solo était assez répandu à l'époque, d'ailleurs sûrement plus qu'aujourd'hui avec les lacunes matérielles, mais par contre faire du free solo en escalade de bloc, qui était censé être une discipline sécurisée, c'était un peu bizarre. Enfin, la carrière de John Gill terminera en point d'orgue avec la libération de ce qui sera peut-être le premier V10, soit 7C+, avec The Groove dans le Colorado, qu'il grimpera à l'âge de 41 ans en 1978. Enfin, si je dis terminé, ce n'est qu'à moitié vrai, puisque sans révolutionner le sport plus qu'il ne l'avait déjà fait, John Gill continuera d'avoir une très longue et très faste carrière, comme en atteste cette vidéo le montrant à l'âge de 80 ans en 2017, réalisant des tractions plus propres que les miennes, avec en bonus un petit message d'ouverture: en dépit d'arthrite sévère et une dégénération sévère du bas de la colonne vertébrale, c'est dur d'arrêter. Waouh. Quand je pense que je perds toute motivation après m'être cogné le coude. Mais outre cette longévité sportive, John Gill c'est aussi un homme voué d'un devoir de mémoire. En effet, si cette vidéo peut aujourd'hui voir le jour, c'est grandement grâce au travail de cet homme et son site johngill.net, à l'esthétisme douteux certes, mais au contenu si précieux pour les curieux de l'histoire de notre sport. Bref, dans les années qui suivirent, de nouveaux havres du bloc surgirent un peu partout dans le monde, Waco Tanks et Bishop aux États-Unis, Albarracín en Espagne, Rocklands en Afrique du Sud ou encore Magic Wood en Suisse, et avec eux des explorateurs du petit monde, toujours plus avides de grandeur. Au passage, les années 90 virent aussi l'arrivée de nos compagnons de fortune, les crashpads, rendant la pratique encore plus accessible et sécurisée. Ah oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais toutes les ascensions que j'ai énumérées auparavant, c'était fait avec des crashpads homemade, donc des ballots de paille ou au mieux des matelas. Aujourd'hui, l'histoire du bloc s'écrit au présent, sur Resin il est devenu l'équivalent de la difficulté en compétition et est même en train de supplanter la discipline historique dans sa pratique urbaine grâce à sa facilité d'accès. Sur le rocher, il trouve ses lettres de noblesse avec depuis quelques années l'arrivée dans le 9e degré et une nouvelle génération de bloqueurs talentueux comme les américains Sean Rabutu, Drew Ruana ou Daniel Woods, mais aussi les britanniques et écossais Aidan Roberts et Will Bosey pour ne citer qu'eux. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Personnellement, l'écrire m'aura donné une folle envie de partir voyager au gré des cailloux crashpads sur le dos. Mais en attendant ça, je vous invite à laisser un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à laisser un commentaire pour nous soutenir. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!